Avril 1944. L'issue de la guerre est encore incertaine. 2 prisonniers juifs se cachent près de la clôture barbelée du camp d'extermination. Il était quasiment impossible de s'échapper d'Auschwitz. Beaucoup d'évadés ont été immédiatement repris, torturés et tués. Les chiens n'ont pas senti leur odeur parce qu'ils avaient déposé du tabac imbibé de pétrole tout autour de leur cachette. Ils sont restés là 3 jours, sans se faire repérer. Le 10 avril, ils quittent leur cachette et découpent la clôture. Il leur a fallu une bonne dose d'audace et de courage. Ils se sont évadés pour dire au monde qu'Auschwitz était une usine à tuer. Ils ont assisté à l'extermination des Juifs en Europe. Leur témoignage va donner lieu à l'une des grandes questions morales du XXe siècle. Ce complexe meurtrier peut réduire en cendres plusieurs milliers d'êtres humains en moins de 24 heures. Ils n'ont pas bombardé à Auschwitz. Ils s'en fichaient. Ils ne voulaient pas le faire. On aurait dû être révolté par l'existence d'Auschwitz quand le camp marchait à plein régime. C'est une faute morale de l'Occident. Pourquoi a-t-on laissé le plus grand crime de l'histoire moderne se dérouler sans entrave pendant près de 2 ans? 1 million de Juifs ont péri dans ces chambres à gaz. Pourtant, les preuves ne manquaient pas. Rudolf Werba et Alfred Wetzler traversent la Pologne occupée par les nazis et rejoignent Žilina en Slovaquie. Là, ils entrent en contact avec le Judenrat, le conseil juif local. S'ils étaient capturés, c'était la mort assurée. Les SS les auraient d'abord torturés sans pitié pour savoir comment ils avaient réussi à s'évader, et puis ils les auraient tués. Les 2 hommes ont trouvé un abri sûr. Il leur faut maintenant remplir leur mission. Dire au monde ce qu'on fait aux Juifs en Pologne. L'extermination des Juifs se faisait dans le plus grand secret. Jusqu'à ce moment-là, on ne disposait pas de preuves irréfutables ou de descriptions précises de ce qui se passait à Auschwitz. Oskar Krasnianski du Conseil juif est mandaté pour s'entretenir avec Rudolf Werba et Alfred Wetzler. Je m'appelle Krasnianski. J'arrive de Bratislava. Nous sommes juifs. Nous étions à Auschwitz. Nous nous sommes évadés. Vous vous êtes évadés? On serait pas là sinon. Ils libèrent personne là-bas. Et si vous étiez des affabulateurs qui me font perdre mon temps? Son rôle est de s'entretenir avec Werba et Wetzler. Il ne connaît rien de leur histoire. Il ne sait pas qui sont ces hommes. Donc il va devoir mener un interrogatoire pour s'assurer qu'ils ne racontent pas des sornettes. 4, 4, 0, 7, 0. Je lui ai demandé pourquoi il avait ces chiffres tatoués sur le bras. Il m'a regardé et m'a répondu « Crois-tu que j'étais tout ce temps dans un sanatorium ?» C'est comme ça que j'ai appris qu'il avait été interné à Auschwitz. Pourquoi êtes-vous tatoué sur le bras et vous sur la poitrine? Les tatouages sur la poitrine étaient faits avec une telle violence que les gens s'évanouissaient. Est-ce la raison pour laquelle ils ont décidé de tatouer les prisonniers sur le bras? Non. Non, c'est parce que les marques gravées sur la poitrine s'effaçaient trop vite. Et ces numéros, comment sont-ils attribués? Quand je suis arrivé à Auschwitz, il y avait 28 600 déportés qui étaient arrivés avant moi.
Ceux de mon convoi qui ont été sélectionnés pour travailler ont eu des numéros supérieurs à 28 600. Je porte le numéro 44 070. Et je suis arrivé à peine 2 mois après lui. La plupart des numéros inférieurs à 49 000 sont des juifs slovaques. Ensuite, de 49 000 à 64 800, ce sont des juifs des Pays-Bas, de Belgique et de France. Puis de 80 à 92 000, ce sont des juifs issus de différents ghettos de l'Est de l'Europe. Vous allez tout me raconter depuis le début. Je veux connaître tous les détails. Tout ce que vous avez appris sur Auschwitz-Birkenau. D'accord. Auschwitz est un centre d'extermination. Non, attendez, pas comme ça. Séparément. En 1944, on peut dire que Verba et Wetzler étaient des vétérans d'Auschwitz. La plupart des prisonniers juifs ne survivaient pas plus de quelques semaines ou quelques mois. Au fil du temps, ils avaient appris à contourner certaines règles établies par les SS. Ils savaient comment se cacher, comment s'organiser pour discuter sans se faire prendre, et comment obtenir davantage d'informations sur le camp. En 1944, le nom d'Auschwitz n'est pas encore connu. Il y a beaucoup de confusion à propos de ce camp. Au départ, tout ce qu'on sait, c'est que les Juifs sont transportés vers la Pologne occupée. La résistance polonaise a réussi à faire passer des informations sur les camps à l'extérieur. Certaines ont été publiées et on dispose déjà de renseignements sur l'extermination des Juifs. Mais ils restent relativement fragmentaires et parfois même contradictoires. Les deux hommes sont auditionnés séparément pour vérifier la cohérence de leur récit. Comme au tribunal, l'interrogatoire est consigné par écrit. Comment vous êtes-vous évadé? On n'est pas sorti de la forêt. On se déplaçait uniquement de nuit. Quand êtes-vous arrivé à Auschwitz? Je suis arrivé dans le camp le 30 juin 1942. Nous avons entendu des rumeurs. On dit que les Juifs sont assassinés par des machines qui fonctionnent au gaz et par des électrocutions de masse. Quand on voit la méthode mise en place, le professionnalisme avec lequel il a conduit cet interrogatoire, il est évident qu'il savait que les informations qu'il était en train de recueillir pouvaient changer la donne. L'interrogatoire a été mené dans l'idée qu'il pourrait déboucher sur des poursuites judiciaires. Il était donc essentiel de ne compiler que les faits. Il fallait établir les faits. Les faits, rien que les faits. Continuez. La clôture. La triple clôture de barbelés est électrifiée. Mais ils utilisent aussi le gaz. Des chambres à gaz. Continuez. Il y a 4 chambres à gaz avec des fours pour incinérer les cadavres. Les crématoires 1 et 2 sont de grande taille. Ils possèdent une salle de déshabillage, une chambre à gaz et des fours crématoires. Leur capacité totale s'élève à 2000 cadavres par jour. Les crématoires 3 et 4 sont plus petits et de moindre capacité. Le premier crématoire a été mis en service en mars 1943. Des invités de marque sont venus de Berlin pour visiter les installations. Ce jour-là, ils ont pu voir le massacre de 8000 juifs de Cracovie gazés et brûlés. Ils ont été très satisfaits du résultat. Comment savez-vous tout cela? Je travaillais comme secrétaire à Birkenau, un autre secteur du camp. Ma tâche consistait notamment à enregistrer les survivants de chacun des convois qui arrivaient dans le camp. Je devais noter les noms de tous ceux qui avaient survécu en voyage en train et qui, à leur arrivée à Auschwitz, n'étaient pas envoyés dans les chambres à gaz. C'est-à-dire entre 5 et 10% de chaque convoi. Les secrétaires peuvent se déplacer un peu plus librement que les autres prisonniers et se rendre dans divers secteurs du camp. Par conséquent, ils sont à même de récolter des informations détaillées sur ce qui se passe vraiment. J'ai aussi obtenu des informations sur le fonctionnement des chambres à gaz et des fours crématoires par un membre des Sonderkommando. Les Sonderkommando? Vous ne savez absolument rien, n'est-ce pas? Il est très facile aujourd'hui de fermer les yeux et d'imaginer Auschwitz. On a tous vu des photos de gens massés sur les rampes. Certains d'entre nous ont même visité le camp. On a donc du mal à se représenter le caractère extrêmement parcellaire des informations sur Auschwitz à l'époque.
Les prisonniers qui connaissaient le mieux ce qui se passait dans les chambres à gaz et les fours crématoires, c'étaient les membres de ce qu'on appelait les Sonderkommando. Il s'agissait d'unités de déportés contraints de seconder les SS dans le meurtre et la crémation des prisonniers. Rudy et Freddy se sont dit qu'il fallait des faits susceptibles de convaincre les gens de la réalité de ce qu'ils racontaient. Ils ont donc eu l'idée d'écrire un rapport qui pourrait être diffusé et servir de preuve. Verba et Wetzler voulaient inclure des preuves aussi détaillées que possible dans ce rapport. Ils ont donc fourni différents plans. Auschwitz est un complexe gigantesque qui ne cesse de s'agrandir au fil du temps. Le premier camp, Auschwitz I, est créé en 1940. Plus tard, Birkenau est mis en place à quelques kilomètres de là, avec ses chambres à gaz et ses crématoires. Voici un croquis du cœur d'Auschwitz avec le camp principal et Birkenau. Ce dessin illustre le processus général du meurtre de masse. Voici l'un des complexes chambres à gaz, fours crématoires que les SS ont construits à Birkenau. Il est frappant de voir la précision des plans de Verba et de Wetzler pour ce qui est de l'agencement du camp et de son organisation, sur la mécanique de l'extermination de masse et sur les SS. Ils ont même été jusqu'à indiquer les noms de prisonniers. Continuez. À la fin du mois de janvier, de grands convois de Français et de Néerlandais sont arrivés à Auschwitz. Mais seule une petite partie d'entre eux a atteint les baraquements. Qu'est-il arrivé à tous les autres? Ils sont allés directement des trains aux chambres à gaz. Avez-vous assisté vous-même à la sélection des déportés? Oui. J'étais dans une brigade de travail chargée d'intervenir sur la rampe. C'est là où les trains arrivaient. Il pouvait y en avoir un seul par jour, parfois 5, parfois il y en avait toute la nuit. Ma tâche consistait à m'occuper des objets personnels des Juifs qui avaient été sélectionnés pour le crématoire et à retirer tous les cadavres des wagons à bestiaux. Il voit les Juifs extraits des trains et qu'on fait mettre en file. Il voit comment ceux qui sont jugés trop faibles ou malades et incapables de travailler sont dirigés vers les chambres à gaz. Rudolf Verba a vu tout cela de ses yeux. C'est un témoin oculaire de l'Holocauste. Il y avait des SS qui nous surveillaient et nous empêchaient de parler à tous ces malheureux qui descendaient du train. Et ces hommes étaient armés? Bien sûr. Faites comme si je ne savais rien. J'ai pas besoin de faire semblant. Ils étaient armés de mitrailleuses. Certains d'entre eux avaient des matraques et parfois des fouets. Ils étaient armés jusqu'aux dents. Certains SS ont pris l'habitude de porter un bâton blanc, comme si c'était des cannes élégantes. Il y avait aussi des médecins SS qui participaient à la sélection. Les femmes, les enfants, les vieux, tous ceux que les nazis considéraient comme inaptes étaient envoyés directement à la chambre à gaz. Les plus forts étaient mis à part et gardés en vie pour travailler. Combien? C'était variable. Une toute petite partie, 5 ou 10%. Et j'imagine que les nazis employaient la force. Parfois, mais généralement non. Les déportés étaient très loin de se douter de ce qui les attendait. Il me paraît important d'insister. Quand un convoi arrivait à quai, ceux qui en descendaient n'avaient aucun moyen de savoir ce qui était arrivé à ceux qui les avaient précédés quelques heures plus tôt. Ils ont décrit le génocide dans le détail. La façon dont on s'y prenait. Ils demandaient aux gens de croire à l'inconcevable. On ne peut pas mettre des mots là-dessus. Stupeur, terreur, colère, fureur, rage. Et puis une sorte d'effarement. Et sûrement une forme d'incrédulité. Ces gens ont-ils perdu la raison? Comment les soldats et les officiers SS s'occupaient-ils des nouveaux arrivants?
Je vous l'ai déjà dit, à leur arrivée, on les envoyait dans les chambres à gaz. Oui, mais ils procédaient comment? J'ai vu des SS qui s'ennuyaient à mourir. Parce qu'ils devaient parfois s'occuper de 3 ou 4 trains dans un très court laps de temps. Je les ai vus s'amuser à changer de routine juste pour varier les plaisirs. Pour varier les plaisirs? Oui. Parfois, ils se montraient glacial. Il y avait les matraques, les chiens, ils hurlaient des ordres, et d'autres fois, c'était « C'est bien, vous êtes enfin arrivés. Nous sommes navrés, le train n'était pas confortable, mais à présent, ça va aller mieux. » Et à chaque fois, les groupes connaissaient un sort comparable, j'imagine. Oui. Il y avait certains groupes qui étaient effrayés et totalement désorientés. Pour d'autres groupes, c'était presque le soulagement. Tout cela en fonction de l'accueil que les SS leur réservaient. On peut faire une pause. Vous allez manger quelque chose de chaud. Rudolf Werba a une dernière chose à dire, plus effroyable encore. Ils se préparent pour l'extermination de tous les Juifs de Hongrie. Comment pouvez-vous le savoir? C'est pour ça qu'ils ont construit un nouveau crématoire et qu'ils ont agrandi la rampe. J'ai dit, comment savez-vous que leur intention est de tuer les Juifs hongrois? Les SS, ils parlent. À vous? Je ne suis rien. Ils parlent entre eux. Je l'ai entendu à plusieurs reprises. Les soldats avaient l'habitude de récupérer les meilleures provisions qu'ils trouvaient dans les trains. On peut dire qu'ils avaient un régime alimentaire cosmopolite. J'ai même entendu un officier dire qu'il n'en pouvait plus de manger du fromage hollandais et qu'il avait hâte de voir arriver le salami hongrois. Êtes-vous certain de ce que vous dites? Je dois vous le demander. Êtes-vous certain? Ils l'ont dit à plusieurs reprises. C'est pour cette raison qu'il fallait que je réussisse à m'évader. Il faut avertir le peuple hongrois de ce qui va se passer. Il avait compris qu'il préparait Auschwitz à recevoir une grande quantité de gens pour les tuer. Et ces gens, c'étaient les Juifs hongrois. Rudolf Werba et Alfred Wetzler rédigent un rapport de 40 pages, parfois appelé « Protocole d'Auschwitz ». Je travaillais comme secrétaire. Alors j'ai reçu des passages du rapport pour les taper. Un témoignage cohérent, rédigé par des personnes qui disposaient d'informations précises. C'était très important. Le protocole d'Auschwitz est très scientifique. Il n'y a pas beaucoup d'émotions. Et je crois que c'était un choix délibéré de la part des deux hommes. Il était inutile de parler de l'horreur de la chose. L'horreur était déjà là. C'est précis, c'est détaillé, et au vu des circonstances, il est frappant de voir l'exactitude de leur rapport. Le 27 avril 1944, l'avertissement de Werba devient réalité. Un premier convoi de 4000 Juifs venus de Hongrie arrive à Auschwitz. C'est la répétition générale de l'extermination des 800 000 Juifs hongrois. Le crime était tellement effroyable, tellement inouï, tellement révoltant, maléfique et horrible, qu'il exigeait une réaction indépendante de l'effort de guerre. On a compris que les nazis menaient deux guerres, une guerre raciale et une guerre mondiale. Et nous, on ne se battait que sur le plan militaire. Les nazis ont gardé secret leur projet d'extermination pour éviter toute résistance de la part des prisonniers, notamment dans les trains. Je dirais que comme les nazis étaient sur le point de perdre la guerre, ils essayaient de gagner le génocide. En mars 1944, en vue d'achever la destruction du peuple juif, les nazis occupent la Hongrie. La Hongrie possédait la plus grande communauté juive d'Europe encore indemne.
Et les persécutions ont commencé quasiment immédiatement. J'ai compris qu'il y avait un problème dans le monde et dans le fait d'être juif quand ma mère a cousu l'étoile jaune sur ma veste en 1944. Tout ce qu'on savait, c'est que les Allemands nous détestaient, c'est tout. Ils ont commencé à appliquer les mêmes lois qu'en Allemagne contre les Juifs. C'est ainsi que nos malheurs ont commencé. Grâce au protocole d'Auschwitz, les Juifs de Slovaquie savent ce que les Juifs de Hongrie ignorent encore. Il est de leur devoir d'agir. L'objectif est de remettre le rapport au plus vite entre les mains des Alliés. Mais faire sortir le document du continent est une entreprise hautement périlleuse. Tout messager devait être prêt à perdre la vie. S'il était pris, on le torturerait pour lui faire avouer d'où il tenait le document. Il était impensable pour l'Allemagne que cette information sorte de sa zone de contrôle. Dans la première semaine de mai 1944, le rapport est remis à un rabbin, Michael Dov Weissmandl. Il travaille pour l'organisation souterraine du Conseil juif à Bratislava, la capitale slovaque. Le rabbin Weissmandl était un homme de caractère. Il était retourné en Slovaquie pour sauver des gens. Son seul et unique objectif était de préserver sa communauté. Et il l'a fait, par tous les moyens à sa disposition. Weissmandl est non seulement parmi les premiers à lire ce document, mais il est surtout le premier à croire véritablement ce qui est écrit. Le rabbin Weissmandl est bouleversé par le rapport. Il a été témoin de déportation. Il mesure à présent pleinement l'horreur de ce qui attend les prisonniers. La première partie du travail consistait à obtenir ces informations. La seconde était de les diffuser. Il faut agir dans la plus grande discrétion. Weissmandl envoie ce rapport partout. Il tente de le faire parvenir à l'agence juive à Jérusalem, mais aussi à Londres, et si possible aux États-Unis. Chacun de ces documents risque d'être intercepté, et je suis sûre que chacun d'eux l'a été. Mais il le fait dans l'espoir que l'un de ses cris dans la nuit sera entendu. La porte de notre chambre est enfoncée, 2 gendarmes apparaissent, ils nous hurlent qu'on a 2 minutes pour nous préparer et ils nous emmènent. Ils ont dit « Sortez de la maison ». Il a remarqué la montre au poignet de ma sœur et il lui a dit « Tu étais censé la donner et tu as intérêt à me la donner tout de suite. » Donnez vos bijoux, tout ce que vous possédez. Ma sœur tenait beaucoup à cette montre. Elle était très en colère. Elle l'a enlevée, elle l'a jetée contre le mur et elle a dit au policier « Maintenant, vous pouvez la voir. » Mon père nous a regardés comme s'il voulait graver l'image de notre famille dans sa mémoire. On ne nous a pas dit où on allait. Il n'a dit qu'une chose. Restez calme, souvenez-vous, la sérénité est une force. Ils l'ont frappé, ils l'ont poussé vers la porte et il a disparu. Le rabbin était un vieil homme à la barbe blanche. Ils l'ont fait marcher en tête de la colonne. C'était un symbole. Les Juifs quittaient la ville.
Quand on est arrivé à la gare, je n'ai pas vu de train. Je l'ai dit à ma grand-mère, mais elle m'a répondu « Ils sont juste devant toi ». J'ai dit « Ces trains-là ne sont sûrement pas pour nous, ce sont des wagons à bestiaux ». Ça criait et ça poussait, et on nous a jetés dans ces wagons. Il n'y avait pas de fenêtre, pas d'ouverture pour voir où on allait. Personne n'avait la moindre idée de notre destination. Il y avait mon père, ma mère et moi, et ils ont fait entrer encore 90 personnes. On avait à peine la place de tenir debout. Ils ont fermé les portes, ils les ont verrouillées, et j'ai su qu'on était piégés dans cette boîte. Certains étaient fous de désespoir, des vieillards priaient, des enfants pleuraient. On était terrifiés. Le train s'est mis à bouger et on n'a plus entendu que le sifflement de la locomotive, comme un appel à l'aide. Auschwitz se prépare en hâte pour l'arrivée de trains venant de Hongrie. Pour superviser ce massacre sans précédent, les SS rappellent le premier commandant du camp, Rudolf Höss. C'est lui qui avait dirigé les travaux de transformation d'Auschwitz en camp de la mort. Sa première mesure est d'accélérer la construction d'une ligne de chemin de fer qui arrive directement à l'intérieur du camp. Essaie de manger quelque chose. J'ai pas faim. Les trains qui emmènent les Juifs hongrois à Auschwitz traversent la ville slovaque où Rudolf Werba et Alfred Wetzler ont trouvé refuge. Qu'est-ce que c'est? Je crois que ça commence. Le monde n'a qu'une très vague idée de ce qui se passe en Hongrie. Il regarde ailleurs, car la guerre vient d'entrer dans une phase critique. Au même moment, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, on prépare le débarquement en Normandie. L'issue de la guerre en dépend. Et ces préparatifs prennent le pas sur tout le reste. La guerre se poursuivait dans le Pacifique et les États-Unis fournissaient un immense effort de guerre. Ils savaient qu'à mesure qu'ils se rapprochaient du Japon, le conflit allait se durcir, parce que les Japonais étaient de redoutables combattants. À l'autre bout de l'Europe, l'armée soviétique travaille à plein régime. Staline a anéanti l'armée allemande dans quelques-unes des plus grandes batailles de l'histoire moderne. Alors que les Alliés sont concentrés sur le front, le rapport commence à circuler. Le rabbin Weissmandl réussit à informer Roswell McClelland, le représentant du War Refugee Board, le comité des réfugiés de guerre, dont le bureau se trouve en Suisse. Ce comité a été fondé par Roosevelt au début de l'année 1944. C'est le seul organisme au monde créé pour sauver les Juifs. Prêt ? C'est le document. Le comité des réfugiés de guerre a pour mandat de sauver les gens. Vous remarquez qu'il s'agit des réfugiés, pas les Juifs. Ils étaient sélectionnés pour être gazés. L'entrée donne l'impression d'être dans l'antichambre d'un grand établissement thermal. On peut y masser 2000 personnes. Puis une porte s'ouvre et on franchit quelques marches pour entrer dans une salle longue et étroite, la chambre à gaz.
Roswell McClelland est particulièrement touché par ce rapport parce qu'en 1942, il a travaillé dans le sud de la France avec des Juifs dans des camps d'internement. Il connaît ces gens personnellement. Il les a vus partir pour Auschwitz. Et à présent, il découvre ce qui leur est arrivé. Au moment d'envoyer le protocole, Weissmandl y ajoute une conclusion solennelle. Et vous, nos frères de tous les pays libres, que faites-vous pour empêcher l'extermination qui dévore 10 000 personnes chaque jour? Pour l'amour de Dieu, agissez maintenant, au plus vite. Cette exhortation donne naissance à l'un des plus grands dilemmes moraux du XXe siècle. Que faire face à la tragédie des camps de la mort? Il est le premier à exiger que les Alliés bombardent Auschwitz. Dans un premier temps, la demande de bombarder Auschwitz a surpris. Ces gens veulent qu'on détruise un camp où leurs corréligionnaires sont prisonniers. Ça paraissait très étrange. Cet appel à bombarder Auschwitz était une tentative désespérée, un cri de désespoir. Fichons le feu à ce foutu camp, détruisons-le. Et là, on aura au moins fait quelque chose qui compte. Le temps presse. Roswell McClelland décide de télégraphier un résumé du document à Washington. C'est un très long rapport. Il est impensable de le coder entièrement pour le sortir de Suisse et le faire décoder à Washington. La Suisse est cernée par des territoires occupés. On ne peut pas envoyer de messagers à l'étranger. Alors Roswell McClelland adresse un très long télégramme au comité et ajoute qu'il enverra le rapport complet dès que possible. Depuis le début de l'été 1942, au moins 1 500 000 Juifs ont été tués. Nous avons la preuve que dès janvier 1944, des préparatifs ont été faits pour recevoir et exterminer les Juifs de Hongrie dans ces camps. Les conditions de vie dans le wagon étaient indescriptibles. Pendant 3 jours et 3 nuits, on est resté enfermés dans cette boîte. On se tenait là-dedans comme des harengs dans un bocal. On s'endormait debout, au milieu du groupe, en bougeant avec le train. Il n'y avait qu'une minuscule fenêtre pour l'air et un seau pour faire ses besoins. C'était extrêmement gênant et très désagréable. Tous les matins, au cours du voyage, ils ouvraient les portes et ils sortaient les cadavres. Les gens mouraient d'étouffement. Ils mouraient de différentes choses, de crises cardiaques. Tout d'un coup, on entend la locomotive siffler. On se réveille et on croit avoir fait un mauvais rêve. Et puis les idées s'éclaircissent. C'est pas un cauchemar, c'est la réalité. Il y a une pensée qui me hante et dont je n'ai jamais pu me débarrasser. J'ai tellement honte. Comment un enfant de 14 ans peut-il en arriver à souhaiter la mort des gens, simplement pour avoir la place de s'asseoir? Qu'ont-ils fait de moi? Je ne peux pas chasser cette question de mon esprit. J'ai toujours espoir d'y arriver, mais rien n'y fait. Le télégramme de Roswell McClelland, avec le résumé du protocole et la requête de bombarder le camp, parvient au siège du War Refugee Board à Washington. Les sources de ces informations en Slovaquie et en Hongrie nous conjurent de bombarder des portions de voies ferrées stratégiques.
Elle demande aussi que les camps de Auschwitz et de Birkenau, et surtout les chambres à gaz et les fours crématoires, reconnaissables à leur haute cheminée, soient bombardés par l'aviation. Le directeur du bureau des réfugiés de guerre est l'avocat John Paley. Il doit maintenant décider de ce qu'il faut faire de cette information. Quand les gens ont lu le détail de ces atrocités, ils ont compris qu'il s'agissait de quelque chose de terrible, d'un fait inédit dans l'histoire des conflits et de la Seconde Guerre mondiale, qui était pourtant semé de massacres. C'était quelque chose d'effroyable. Pouvez-vous demander à Monsieur Askin de me rejoindre dans mon bureau? Oh, et je ne prendrai pas d'appel jusqu'à la fin de ce rendez-vous. John Paley était un homme mesuré, scrupuleux et tenace. Ce n'était pas un cynique. Il croyait vraiment que les États-Unis pouvaient tenter de sauver des gens. Ben, il faut que vous jetiez un coup d'œil à ce document. Ça vient de Roswell McClelland. Auschwitz? Je crois qu'il veut dire Auschwitz. Benjamin Aksin est un avocat. Il est originaire de Lettonie, c'est un homme d'une grande intelligence et il est juif. Il a certainement encore de la famille et des amis en Europe. Le comité des réfugiés est pour lui le moyen de se rendre utile. C'est inconcevable? Incroyable? Invraisemblable? Il parle de 125 000 personnes par mois. Il faut contacter directement le président. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut suivre les règles. La procédure. Il n'existe sûrement pas de règles pour ça. Vous ne croyez pas? Si, c'est bien vrai. Nous devons en être sûrs, c'est tout. Mais tous ces détails... Il y a 2 témoins oculaires de ce crime. C'est inhabituel, c'est vrai. C'est sans précédent, John. Et Roswell McClelland semble être convaincu, lui. Son avis importe tout de même. Ouais. Mais regardez ceci. C'était avec le télégramme. C'est une liste de suggestions d'organisations juives de Slovaquie et de Suisse. C'est Roswell qui les a jointes au document. Il me semble que c'est assez cohérent, vous ne trouvez pas? Si vous acceptez ceci, alors... vous devez nécessairement faire cela. Ma première réaction est de leur donner raison. Il faut bombarder. Leur envoyer un message clair. Ah, les réactions à chaud peuvent être... Ce n'est pas une simple réaction à chaud. Vous êtes indigné, bien sûr. Bien sûr, je suis indigné. Les États-Unis d'Amérique sont indignés, n'est-ce pas? C'est pour ça que nous devons bombarder. Pour qu'ils comprennent notre indignation. Je pense que cette réaction, le fait de vouloir bombarder le camp pour faire quelque chose contre cette abomination, n'a rien d'étrange. Je crois que chacun d'entre nous imagine qu'il aurait réagi de la même manière dans ces circonstances. Ce rapport, John, il parle de meurtre à l'échelle industrielle. Ce rapport a modifié l'opinion de beaucoup de gens. Pour mettre un terme à ce massacre de masse, il fallait supprimer son instrument. Et le seul moyen de détruire cet instrument était de bombarder le camp. Vous savez, j'ai beau fouiller ma mémoire, je ne me rappelle pas avoir entendu parler d'une proposition de ce type. Ça ne s'est jamais vu dans aucun conflit. Bombarder des civils de son propre camp. Des civils que nous nous sommes engagés à sauver. C'est une aberration morale. Enfin, je ne sais pas. Et si on bombardait les voies ferrées? Les jonctions?
L'embranchement entre Kozice et Prešov, par exemple. Est-ce qu'on ne pourrait pas paralyser leur capacité à déporter les gens? Les rails, c'est facile à réparer. N'est-ce pas ce qu'on nous répond à chaque fois? En 2 ou 3 jours, les voies sont remises en état. Il suffit de recommencer. Vous voulez un verre? Il est un peu tôt, mais... Ouais, c'est vrai. John Paley sait que son organisation n'a pas la main sur la prise de décision. La mission du comité des réfugiés est de savoir ce qui se passe en Europe. Et pour lui, ce rapport est sans doute une information qui n'est pas destinée à être suivie des faits. Je vais soumettre l'idée au ministère de la Guerre, mais je sais déjà ce qu'ils diront. On ne peut pas se le permettre. Une fois que vous avez compris que des Juifs sont tués chaque jour, vous ne pouvez plus continuer à vivre comme avant et rester sans rien faire. Vous ne pouvez pas vous dire « on va gagner la guerre et on s'inquiétera des réfugiés après ». C'est une situation totalement inédite. Elle exige... Une remise en cause? Oui. Malheureusement, nous n'avons pas le pouvoir de réécrire nos statuts. Vous le savez, Ben. Notre mission est de porter secours et assistance aux victimes, je cite, « sans nuire à la poursuite victorieuse de la guerre ». La phrase « sans nuire à la poursuite victorieuse de la guerre » n'est pas cynique. Personne ne souhaite retarder la victoire. Personne ne soutient qu'il faudrait prolonger le conflit pour sauver des gens. John Paley transmet la requête du bombardement à la chaîne de commandement. Elle parvient à John McCloy, l'assistant du secrétaire d'État à la guerre. John McCloy avait le pouvoir de faire suivre les recommandations émises par le comité des réfugiés de guerre. Mais il ne souhaitait pas détourner les ressources prévues pour la guerre. Parce qu'à ce moment précis, on était à un point critique du conflit. Le débarquement des Alliés en Normandie s'est déroulé comme prévu. Ils doivent maintenant marcher sur l'Allemagne, atteindre Berlin et obliger le régime nazi à une reddition sans condition. Les missions de bombardement contre des cibles civiles, militaires et industrielles s'intensifient. Sur le front de l'Est, l'armée rouge progresse en direction de la Pologne. Personne n'avait vraiment pris la mesure de la chose, de ce projet d'éradiquer tout un pan de la population, d'un bout à l'autre de l'Europe et au-delà. L'urgence était de gagner la guerre. On ne peut pas se laisser distraire par Auschwitz. 437 402 Juifs ont été envoyés à Birkenau à bord de 147 trains. 147 trains en 54 jours, ça fait 2,7 trains par jour, avec en moyenne 2975 Juifs par train. À ce moment-là, Auschwitz entre dans une frénésie meurtrière. Dans le camp, on n'avait encore jamais tué autant de Juifs, et à un tel rythme que dans la période de mai à juillet 1944. Il était très tôt le matin quand nous sommes arrivés. Les portes se sont ouvertes et on a entendu crier « Heraus, Heraus, schnell, schnell !» 2 types nous ont sauté dessus. Pour nous, ils étaient en pyjama rayé. À travers les planches de notre wagon, j'ai vu le nom Auschwitz. Je n'avais aucune idée de ce que c'était. Il y avait des soldats nazis, les fusils pointés sur nous. D'autres tenaient en laisse de gros chiens qui grognaient et nous aboyaient dessus. De vraies brutes. Rien qu'à les voir, on était terrifiés. La première chose qu'on a remarquée,
C'était une odeur très étrange. Un parfum assez suave et en même temps, ça sentait le brûler. Je me demandais ce que c'était. J'ai pensé, c'est une boulangerie et ils font du pain. On ne savait pas où on était, ni ce qui se passait. Et on n'avait pas le temps de réfléchir. J'ai remarqué que sur la gauche, ils mettaient les gens plus âgés, ceux qui portaient des lunettes, les enfants et les femmes. Ma mère, mes deux petits frères, le bébé dans les bras de ma mère, mon grand-père, ma grand-mère et ma tante. On sentait qu'il y avait quelque chose de bizarre, mais on ne savait pas quoi. Ma mère est allée vers la gauche. Il les a envoyés d'un signe de la main sur la gauche. On n'a pas eu le temps de se dire au revoir. Et c'est là que j'ai vu mon père pour la dernière fois. Il avait 60 ans. Il y avait une grande inscription qui disait « Arbeit macht frei ». Traduction, le travail rend libre. Le résumé du protocole et la proposition de bombarder à Auschwitz parviennent à des responsables juifs à Jérusalem. Ils arrivent aussi sur le bureau d'Anthony Eden, le ministre des Affaires étrangères britannique. Les représentants de l'agence juive à Londres, Chaim Weizmann et Moshe Chertok, lui demandent un rendez-vous pour exposer leurs requêtes. Chaim Weizmann était le président de l'Organisation sioniste mondiale et il comprenait très bien la situation des Juifs. Moshe Chertok a été par la suite le deuxième Premier ministre d'Israël. Un mois plus tôt, des responsables juifs réunis à Jérusalem ont discuté de l'idée de bombarder le camp. L'agence juive, qui était le gouvernement de la communauté juive de Palestine, y était opposée. Pour elle, on risquait de tuer des juifs sans interrompre le processus d'extermination. Mais à la lecture du protocole, les responsables juifs changent de position. Nous pensons qu'il faudrait envisager des représailles, sous une forme ou une autre. Quelque chose qui pourrait avoir un effet dissuasif sur l'Allemagne. Et si le camp d'Auschwitz-Birkenau continue de fonctionner comme un centre d'extermination, on bombarde. Cette opération devra disloquer cette mécanique meurtrière, ceci dans l'espoir d'empêcher l'extermination des 300 000 juifs de Hongrie qui n'ont pas encore été déportés. Et puis, ce sera aussi un message envoyé au monde. Il dira que les Alliés condamnent cette entreprise d'extermination du peuple juif en Europe. Nous nous devons toutefois de faire une mise en garde. Elle est un peu évidente. Les nazis useront de cette opération à des fins de propagande. Ils diront que ce sont les Alliés et non eux-mêmes qui tuent les Juifs. C'est évident. Quoi qu'il en soit, sachez que cette proposition est la seule que nous envisageons. C'est aussi la solution que nous préconisons. Elle est audacieuse, pleine d'imagination, et elle pourrait même réussir. Il est certain que les derniers renseignements dont nous disposons s'agissant des massacres de Haute-Silésie réclament de notre part une toute nouvelle approche. Vous ne croyez pas? Et Monsieur Churchill? Il y est aussi favorable, du moins sur le principe. Ce que nous devons faire à présent, c'est examiner la faisabilité avec le ministère de l'Air. Oui. Merci, oui, bien sûr. Monsieur Chertok. Merci. Nous restons en contact. Dans une note adressée à Anthony Eden, Winston Churchill parle d'Auschwitz. Il s'agit sans aucun doute du crime le plus effroyable jamais commis dans l'histoire de l'humanité. Churchill avait qualifié ce qui arrivait aux Juifs de crime sans nom.
À présent, on connaît son nom. On appelle ça l'Holocauste ou la Shoah. Il était sensible à ce qui se passait. La requête lui a semblé raisonnable, faisable et nécessaire. Il a dit à Eden, « Je suis d'accord avec vous, il faut agir. » Et il a ajouté, « Prenez ce que vous pouvez dans l'armée de l'air et faites appel à moi si nécessaire. » Pour Eden, ces mots signifiaient « Agissez vite et résolument, vous avez ma bénédiction ». Le gouvernement britannique envisage donc sérieusement ce bombardement. 2 des hommes les plus puissants du pays soutiennent cette idée. Anthony Eden gagne en influence vers la fin de la guerre. Il peut faire entendre une voix divergente sur des questions essentielles de politique étrangère. Anthony Eden convoque le ministre de l'Air, Archibald Sinclair, pour évoquer la faisabilité de ce raid aérien. Je vous avoue ma surprise en recevant ceci. Cette affaire n'a pas été soulevée au Conseil des ministres, à ma Ce n'est pas connaissance. nécessaire, de l'avis de Winston. Le sentiment qui prévaut au sein de mon ministère est qu'il ne faut pas perturber la campagne de Normandie avec une opération de cette nature. Vraiment? Oui. L'idée est fortement contestée. Et puis l'affaire n'est-elle pas du ressort de nos alliés soviétiques? Ils sont beaucoup plus proches de la cible que nous le sommes, n'est-ce pas? Par ailleurs, je ne suis pas certain que le bombardement aérien de ces camps serait très utile à ces pauvres victimes. Si elles ont besoin de quelque chose, ce serait plutôt d'un parachutage, si vous voulez mon avis. Un parachutage? Eh bien oui. Avec leurs propres armes, ces gens pourront se débarrasser eux-mêmes des nazis. Tout cela est très intéressant, Archie, mais je vous ai demandé d'examiner la faisabilité d'un bombardement sur Auschwitz-Birkenau. C'est ce que j'ai fait, Anthony. Eh bien non, pas tout à fait, voyez-vous. Vous avez produit une liste des objections que pourrait avoir l'armée de l'air contre cette mission, accompagnée de suggestions saugrenues de votre cru. Ce que nous avons besoin de savoir, vous et moi, c'est si le bombardement envisagé sur Auschwitz est du domaine du possible. Le Premier ministre attend vos estimations, dépouillées de toute appréciation personnelle. Vous devriez coordonner vos réflexions avec les Américains. Bien, je vais fixer un rendez-vous avec l'ambassadeur dès demain. Je voulais parler de leur armée de l'air. N'est-ce pas la meilleure chose à faire à ce stade ? Sinclair était dans son rôle de ministre de l'Air, qui était de concentrer les ressources des forces aériennes sur les opérations militaires. Je pense qu'il s'est dit « Je ferais mieux de passer ça aux Américains. Ils sont mieux placés que nous pour intervenir. » Sinclair était submergé de demandes de bombardement. Ce n'était pas une priorité, et ce n'était pas assez urgent. Les instances dirigeantes de l'armée avaient une priorité, remporter la guerre. Et ensuite, on pourrait faire quelque chose pour les problèmes périphériques, entre guillemets. La demande de faisabilité d'Anthony Eden est transmise au général Karl Spaatz, l'un des hommes les plus puissants des forces aériennes alliées. C'est un homme efficace et énergique. Et il dit, oui, c'est quelque chose de faisable. Je ne peux pas imaginer quelqu'un comme Karl Spaatz lire ce rapport sans être révolté. Il a forcément eu envie de lancer des représailles, ou au moins de tenter d'atteindre ce camp avec l'instrument dont il disposait, c'est-à-dire les bombardiers à longue portée. Les missions de ces bombardiers exigent une planification précise. De morale, la question « faut-il bombarder à Auschwitz ?» devient alors technique. Est-il possible de bombarder à Auschwitz? Chaque cible qui a été frappée pendant la guerre a été d'abord passée au crible par les renseignements. Où est le site? À quoi ressemble-t-il? Quel est le meilleur plan d'attaque? Quel est le meilleur itinéraire? Les Alliés ont recueilli des informations sur la région d'Auschwitz. Le 4 avril, 3 jours avant l'évasion de Rudolf Werba et Alfred Wetzler, un avion espion a survolé le camp et photographié l'usine voisine de caoutchouc synthétique IG Farben, connue sous le nom d'Auschwitz III.
Ils avaient photographié le secteur autour d'Ige-Farben en prévision de frappes sur des cibles majeures, les zones industrielles qui produisaient de l'essence synthétique pour l'Allemagne. Les clichés sont envoyés à l'unité d'interprétation centrale de la RAF à Medmenham, un village situé à 70 km de Londres. Les images sont analysées en 3 dimensions, grâce à des stéréoscopes, pour identifier des cibles précises. 3 photographies montrent le camp de la mort. Ils ne cherchaient pas précisément un camp d'extermination. Ils savaient qu'il y avait un camp de travail et une prison, mais il y en avait partout en Europe. Dans les semaines qui suivent, d'autres clichés de reconnaissance de l'usine Ige-Farben sont pris. Les photographies couvraient tout le secteur, pas seulement le site d'Ige-Farben. Ils ont photographié Birkenau, donc ils avaient des clichés des fours crématoires, mais ils ne le savaient pas. Le 6 juin 1944, le jour du débarquement, les renseignements alliés diffusent le rapport d'analyse sur le secteur d'Auschwitz. Ils se concentrent sur l'usine Ige-Farben et ne mentionnent pas le camp de la mort. Les analystes cherchaient des sites de V1, de V2, des aérodromes, tout ce qui pouvait menacer le débarquement en Normandie. Medmenham recevait une énorme quantité de documents. S'ils ne cherchaient pas quelque chose en particulier, ils ne pouvaient pas le trouver. Ils avaient le regard rivé sur les plages de Normandie. Ils ne pouvaient pas imaginer envoyer les bombardiers de la RAF sur l'Europe de l'Est. Pourtant, les Alliés effectuent déjà des bombardements sur l'Europe de l'Est. Ils occupent depuis plusieurs mois le sud de l'Italie. 6 semaines durant, des bombardiers américains ont décollé de la base de Foggia pour frapper des sites stratégiques en Hongrie, en Roumanie et en Pologne. Ils ont attaqué des cibles toutes proches d'Auschwitz. Les fours crématoires de Birkenau étaient donc à portée de leurs avions. Il faut garder à l'esprit que le projet de bombarder Auschwitz consiste à détruire les installations sans tuer les prisonniers. C'est extrêmement difficile. Les chambres à gaz d'Auschwitz faisaient la taille d'un court de tennis. Le bombardement de précision n'existait pas au moment du conflit. Les B-17 américains volaient à près de 500 km/h à plus de 9000 mètres d'altitude. Et les bombes qu'ils transportaient étaient très primitives. On estime que pour détruire tous les fours crématoires, il aurait fallu envoyer environ 220 bombardiers. Et chacun d'eux aurait dû larguer 10 bombes pour avoir une petite chance que l'une d'entre elles atteigne sa cible. C'est une mission très difficile. Ils bombardent au petit bonheur la chance. Où les bombes atterrissent, personne ne le sait. Et donc, il y a eu des ratés. Toutes les solutions étaient mauvaises, parce que même une petite erreur pouvait entraîner la mort de beaucoup de gens. Le général Spaatz est confronté à ce dilemme. Son premier objectif est d'obtenir des renseignements précis et des photographies de la cible. Karl Spaatz dit qu'il lui faut autant de détails que possible pour planifier l'attaque de façon efficace. Il ne compte pas envoyer un groupe de jeunes pilotes remplir une mission qui a peu de chances de réussir et qui ne fera que gâcher des ressources. Il a besoin de renseignements, et très vite. Les renseignements existent déjà, mais personne ne le sait. À Medmenham, les photographies du site ont été rangées et archivées. Pendant ce temps, à Auschwitz,
le massacre continue. Je me suis dit que ma mère allait bien, qu'elle était sûrement dans un autre camp, identique au mien. On nous a mis sous la douche. Il y avait un jeune homme de ma ville, âgé d'une vingtaine d'années. Il portait des lunettes à verre épais. Il les a perdues sous la douche. Elle va survivre. Pour la première fois de ma vie, je suis seule. Mais je vais me débrouiller par moi-même et faire de mon mieux pour rester en vie, pour qu'on puisse se retrouver après la guerre. Il était à genoux et il essayait de retrouver ses lunettes à tâtons. Un garde SS s'est approché et l'a roué de coups de pied. Il l'a tué. C'était mon premier contact avec Auschwitz. J'étais pétrifié. Je ne savais pas ce qu'était un four crématoire. Je ne savais pas ce qu'était une chambre à gaz. J'étais loin de me douter de tout ça. Mais on n'a pas tardé à comprendre. Quelqu'un m'a demandé si ma mère était avec moi. J'ai répondu « Non, elle est allée à gauche, sans doute avec les femmes plus âgées, vous savez, dans un autre baraquement. » Et quand on nous a dit ce qui était arrivé à tous ceux qui avaient été dirigés sur la gauche, on n'a pas voulu y croire. Il nous a dit « Votre famille est partie dans la cheminée. » Alors on a tous regardé vers les cheminées. Je me demandais comment une personne pouvait bien passer par là. Il m'a pris par la main jusqu'à la porte. Il l'a ouverte. Et pas très loin, il y avait une grande cheminée qui crachait des flammes et de la fumée. Tu ferais mieux de rester tranquille, parce que tes parents sont en train de brûler. Tes frères, tes sœurs, toute ta famille brûle. Alors reste tranquille. Il m'a dit cette simple phrase. C'est là qu'elle est partie. Elle est passée par la cheminée. Quoi? Ils allaient brûler ma mère, mon frère? Je ne l'ai pas cru. Je me suis dit, pauvre homme, il raconte n'importe quoi. Il n'a plus toute sa tête. On ne voulait pas y croire. Ce n'est pas vrai, c'est impossible. Et le lendemain, on a compris que c'était vrai. Ils brûlaient les familles. Mon père m'a béni et il m'a dit « Si tu parviens à survivre, il faut que tu dises au monde ce qui s'est passé ici. » C'est la dernière fois que je l'ai vu. J'étais anéanti. Désormais, j'étais seul au monde. Alors que les assassinats de masse se poursuivent, l'information sur l'existence des camps de la mort gagne les rues de l'Amérique. Le rabbin Stephen Wise, le président du Congrès juif mondial, organise un meeting sur Madison Square à New York le 31 juillet 1944. Il réunit environ 40 000 personnes. Il appelle au bombardement d'Auschwitz. Ça montre bien que l'opinion était au courant et que cette histoire la préoccupait. Roosevelt envoie un message aux organisateurs du meeting. « Je vous prie de bien vouloir remercier les participants. Je réitère mon avertissement. Tous ceux qui auront pris part à ces crimes seront jugés. » À la suite du meeting, des organisations juives demandent audience à John Bailey du War Refugee Board. Monsieur Kubowicki. Mais Léon Kubowicki du Congrès juif mondial et Bezalel Sherman du Comité ouvrier juif des droits de l'homme ne partagent pas la même opinion. Ils n'étaient pas du même avis et ils avaient peur. L'une de leurs craintes était que le conflit mondial ne devienne une guerre pour les Juifs, parce que l'avenir du monde entier était en jeu.
Mais certains d'entre eux se disaient que s'ils ne tapaient pas du poing sur la table, les Juifs seraient relégués à l'arrière-plan, qu'on les abandonnerait à leur sort, sans plus se soucier d'eux. Messieurs, s'il vous plaît. Il faut désormais compter avec une opinion publique de plus en plus convaincue qu'il faut prendre des mesures pour mettre très vite ces chambres à gaz hors d'état de nuire. Vous l'admettez vous-même, Monsieur Paley, la persuasion n'a pas fonctionné. Ni les menaces. Les menaces non plus. Nous sommes confrontés, semble-t-il, à une détermination monstrueuse de la part de l'Allemagne nazie pour mener cette entreprise de meurtre du peuple juif d'Europe jusqu'à son terme. D'où notre appel à bombarder ces installations nous-mêmes. Le comité des réfugiés de guerre a pleinement conscience de ce qui a motivé cette idée. Elle n'a pas été formulée à la légère. Mais le fait est que le ministère de la Guerre reste convaincu qu'une telle mission de bombardement ne pourrait se faire qu'au prix du détournement de... Eh bien, détournons. Excusez-moi, Monsieur Sherman. Détournons. Nous avons lu les témoignages détaillés des 2 hommes qui se sont évadés du camp d'Auschwitz. Vous savez ce qu'ils ont vu. On a recueilli des informations concordantes. C'est aussi Alors nous sommes tous au courant. L'image qui se forme devant nous est celle d'un événement qui est au-delà de toute humanité. Là-bas, en Pologne, les Allemands ont créé une machine dont la seule vocation est l'éradication par le gaz de la totalité d'un peuple. Je le redis, détournons. Très bien. Tâchons d'imaginer la suite. Disons que les États-Unis ou la Grande-Bretagne bombardent ce camp depuis 7000 mètres d'altitude. Peut-on savoir combien de Juifs seront tués par nos bombes? C'est exact, Monsieur Sherman. On est en droit de se poser la question. Qu'en est-il de vous, Monsieur Kubowicki? Est-ce que vous recommandez, vous aussi, de raser les chambres à gaz? Enfin, si nous manquons notre cible, nous tuons 30 000 prisonniers dans le camp. Ça fera un magnifique alibi pour les Allemands. Je les entends déjà. Les Alliés détestent davantage les Juifs que nous. Tout était bon pour alimenter la propagande nazie. En cas de bombardement, l'Allemagne allait opposer sa version de l'histoire, selon laquelle la violence venait des Alliés. Je suis partisan du Reich. Je crois en la nécessité de sauver les vivants. Je ne comprends pas où vous voulez en venir. On n'a pas le droit de tuer des innocents même pour empêcher une catastrophe. Il y a eu un vrai débat. Il s'agissait d'hommes de bien qui avaient perdu des membres de leur famille. Et ils n'étaient pas convaincus que le bombardement était une bonne chose. Monsieur Sherman. Ne pourrait-on pas envisager d'autres moyens de détruire ces chambres à gaz? Quels autres moyens? Nous pourrions parachuter des commandos sur Auschwitz. Il y aurait trop de pertes du côté des soldats américains. Encore une fois, je ne... Alors la résistance polonaise? Ne pourrait-on pas la persuader d'envoyer des troupes pour attaquer le camp? On nous a dit qu'il y avait peu de chance. Ils n'aiment pas assez les Juifs pour ça. Et qu'en est-il des Soviétiques? Ce sont les mieux placés pour agir. Auschwitz est dans le secteur sous leur responsabilité, mais... Ils ne feront rien. Et pourquoi pas? Staline aurait préféré faire le poirier sur la place rouge pendant une semaine en plein hiver plutôt que bombarder Auschwitz. Il ne l'aurait jamais fait. Les Russes ont déjà tiré un trait sur leurs propres prisonniers de guerre internés dans les camps allemands. Ils ne vont pas lancer une opération pour sauver des Juifs. Une citation de Staline résume bien sa vision du monde. Il aurait dit « La mort d'un homme est une tragédie, la mort d'1 million d'hommes est une statistique. » Messieurs, nous sommes dans une impasse. Je vous suggère de nous retrouver à une date ultérieure. Merci. Monsieur Sherman. Tous les prétextes pour ne pas bombarder Auschwitz font abstraction d'un argument tout simple. C'était le seul moyen d'exprimer l'indignation universelle contre l'atrocité. Le seul moyen d'affirmer que ce qui se passait là était de bout en bout monstrueux et inacceptable. Le pire pour moi dans tout ça, c'est d'avoir l'impression de devenir la marionnette du ventriloque. Comment cela? Je répète les platitudes du ministère de la Guerre. Ce n'est pas juste. Si, c'est très juste, John.
Nous n'arrêtons pas de répéter notre leçon. Bombarder Auschwitz serait détourner nos moyens. Mais comment pouvons-nous le savoir? A-t-on véritablement étudié la faisabilité de la chose? Non. De l'inertie institutionnelle, voilà ce que c'est tout ça pour moi. Paley a peut-être jugé qu'Axine avait raison. À présent, la balle est dans mon camp, parce que je suis en capacité d'agir. Il portait sur ses épaules le fardeau de l'action à mener. Et c'est une immense responsabilité. Je bombarderais moi-même cet enfer sur Terre si je le pouvais. Et les voies ferrées avec. C'est ce que mon instinct me dicte aussi. Mais l'instinct n'entre pas en ligne de compte. C'est le ministère de la Guerre qui a la main sur les bombardiers. Mais il est possible de le contourner. Je plaiderai notre cause à vos côtés. Allez le dire au président. Montrez-lui les documents que nous avons reçus. Une fois que Roosevelt connaîtra les faits, alors, il agira. Aucune source ne montre qu'on a demandé à Roosevelt si les États-Unis devaient bombarder Auschwitz. Il avait beaucoup de sympathie pour la détresse des Juifs, mais il n'a rien fait pour y remédier. Il faut savoir que Roosevelt avait laissé la conduite de la guerre à ses généraux. À ce moment-là, Roosevelt est préoccupé par la fin de la guerre et sa santé est vacillante. Il y a une autre considération qui a pu peser sur Franklin Roosevelt. Les nazis utilisaient en permanence les Juifs à des fins de propagande. Ils essayaient de convaincre les populations américaines et britanniques qu'on envoyait les soldats au feu pour le compte des Juifs. Il existe aussi une réticence tenace à croire à la réalité de l'Holocauste. Quand l'armée rouge libère le camp de Majdanek dans l'est de la Pologne, les soldats découvrent des charniers et des chambres à gaz. Un reporter de la BBC est présent sur place. Mais la radio britannique supprime son témoignage, au motif qu'il a été victime d'une mise en scène orchestrée par la propagande soviétique. Il y avait une méfiance généralisée à l'encontre de faits qui pouvaient être de la propagande soviétique, ce qui compliquait encore la situation. Il faut pouvoir faire la différence entre l'information et le savoir. Pour savoir, on doit disposer d'énormément d'informations et non l'inverse. Surtout quand on cherche des prétextes pour ne pas faire ce qu'on se devrait de faire. L'ambition de bombarder à Auschwitz, soutenue par Winston Churchill et Anthony Eden, commence à s'effriter. Chaim Weizmann de l'agence juive est informé par les affaires étrangères britanniques que des difficultés techniques empêchent le bombardement. Un haut fonctionnaire a rejeté le projet, le taxant de fantaisiste, et a conclu qu'il devait être abandonné. Selon la position officielle du ministère, la question d'Auschwitz relève de la responsabilité opérationnelle des Soviétiques. C'est peut-être aussi une excuse pour ne pas agir, ou un refus de s'enferrer dans une situation complexe. Le général Spaatz est informé par le ministère de l'Air que l'affaire est close. Churchill n'a rien fait. Il a déclaré que c'était le plus grand crime de l'histoire du monde. Mais il n'a pas usé de son pouvoir pour imposer le bombardement. Je pense que Churchill aurait pu peser davantage dans la décision. Il avait tout loisir d'aller voir Archibald Sinclair, le ministre de l'Air, et d'obtenir ce qu'il voulait des forces aériennes. La guerre est entrée dans une phase décisive et Winston Churchill a d'autres priorités. Le 25 août 1944, les Alliés libèrent Paris. En Pologne, l'armée soviétique se rapproche de Varsovie. La résistance polonaise se soulève contre l'occupant nazi. Churchill pouvait être très directif avec l'armée quand il avait une idée en tête. Il voulait par exemple qu'on parachute du ravitaillement aux résistants polonais de Varsovie. Il a exigé que ce soit fait.
Ils ont détourné plus d'une centaine de bombardiers pendant quelque temps. Et ils l'ont fait pour honorer la parole donnée à un allié, le peuple polonais. Au même moment, les Juifs étaient assassinés en masse par les Allemands. Le projet de bombarder à Auschwitz se heurte à un dernier obstacle. Un membre du ministère des Affaires étrangères britannique note que, de manière générale, les Juifs ont tendance à exagérer les persécutions dont ils sont victimes. Un autre se plaint de passer beaucoup trop de temps à s'occuper de ces géniards de Juifs. On ne va pas croire à ces récits d'atrocités. On nous les raconte pour qu'on accueille les réfugiés et leurs enfants. C'est de la manipulation. Il y a un antisémitisme rampant dans les instances dirigeantes. Encore ces Juifs qui se plaignent. Le ministère des Affaires étrangères était peuplé de gens qui, culturellement et socialement, étaient antisémites. On ne veut pas de ces gens-là. Ils ne contribuent pas à la société. Ce sont des parasites. Il faut les écarter. En Grande-Bretagne, ils n'appartenaient pas à la classe aisée. Ils détonnaient dans ces cercles-là. Le 13 septembre 1944, Auschwitz-Birkenau est bombardé, mais pas volontairement. Environ 2000 bombes sont larguées. Mais ces bombes ne font pas la différence entre les prisonniers et les SS. Des dizaines de prisonniers sont tués, des centaines sont blessés. La vraie cible, c'est l'usine IG Farben voisine. Auschwitz n'a jamais été une priorité. Le caoutchouc synthétique était une priorité, l'essence synthétique était une priorité, IG Farben était une priorité. Le site visé se trouvait à 7 km. Le fait qu'il frappe Auschwitz par erreur montre le degré d'amateurisme des bombardements. Tout d'un coup, le ciel est devenu très bruyant. Je pense que beaucoup de gens espéraient qu'ils allaient nous bombarder, ou au moins les chambres à gaz. Mais je ne dirais pas que j'en faisais partie. On s'en fichait. On espérait qu'ils allaient bombarder le camp. Je me suis dit, les voilà enfin. Continuez à bombarder le camp, peu importe les conséquences. Pourquoi le monde n'a-t-il pas bombardé les rails qui menaient à Auschwitz, à Birkenau? De toute façon, les prisonniers allaient directement dans les chambres à gaz. Ils auraient pu sauver des vies, c'est une certitude. Il y aurait eu des morts quand même, mais jamais autant que par les nazis. Pour l'instant, les dirigeants n'ont eu que le résumé du rapport Verba-Wetzler. Il reste encore à révéler la totalité du protocole d'Auschwitz dans toute son horreur. L'armée américaine atteint la frontière helvétique fin septembre 1944. Elle libère les gens qui se trouvent sur le sol suisse et qui peuvent désormais communiquer avec le monde extérieur. La première chose que Roswell McClelland met dans une enveloppe pour le comité des réfugiés, c'est un duplicata du protocole d'Auschwitz. Il parvient à John Paley 3 semaines plus tard. Cette version est bien plus longue. Il s'agit davantage d'un témoignage. Voici ce qu'est Auschwitz. C'est un endroit où l'on commet des horreurs. Voilà comment ça se passait. Les malheureuses victimes étaient amenées dans la grande entrée. On leur a ordonné de se déshabiller. Chaque personne recevait une serviette de bain et un petit morceau de savon qui leur était remis par 2 hommes vêtus d'une blouse de couleur blanche. Ensuite, on les entassait dans la chambre à gaz si serrée qu'ils avaient juste la place de tenir debout. Une fois qu'ils étaient tous à l'intérieur, on refermait hermétiquement la porte. Ensuite, il y avait une pause. Après quoi,
Des SS munis de leurs masques à gaz grimpaient sur le toit, ouvraient les trappes pour y verser de petits cristaux. Et cette poudre était contenue dans une boîte dont l'étiquette portait le nom de Zyklon. Il s'agit d'un puissant pesticide fabriqué par une entreprise de Hambourg. C'est un mélange à base de cyanure qui devient du gaz à une certaine température. Et au bout de 3 minutes, tous ceux qui étaient dans la chambre étaient morts. Quand Paley a lu le rapport complet, en conscience, il ne pouvait plus hésiter ou rester les bras croisés. Monsieur McCloy? Bonjour, monsieur. Ici John Paley. J'ai quelque chose que vous devriez voir. C'est un rapport sur Auschwitz. Il s'est rendu compte que c'était pire que ce qu'il avait imaginé. Je croyais que c'était horrible, terrible. Je pensais que c'était une monstruosité. Mais c'est d'une telle ampleur. L'horreur est encore au-delà de ça. Il était bouleversé. Rien de ce que j'ai vu ne peut exprimer la barbarie des crimes perpétrés au quotidien dans ces camps de la mort. Il a envoyé la copie du rapport complet à John McCloy avec ce mot. « Je suis maintenant convaincu de la nécessité de planifier un bombardement pour détruire les chambres à gaz et les fours crématoires d'Auschwitz-Birkenau. » John McCloy ne revient pas sur sa position. Il répond que le bombardement d'Auschwitz n'est pas faisable du point de vue militaire. Il ajoute qu'une majorité de personnes pensent qu'une telle action, même si elle était faisable, pourrait provoquer une réaction encore plus vindicative de la part des Allemands. Qu'y avait-il de plus vindicatif qu'Auschwitz ? Les responsables qui ont pris cette décision ne se préoccupaient pas des gens dans les camps. S'ils avaient pris cette requête au sérieux et qu'ils l'avaient rejetée, on aurait pu le mettre à leur crédit. Mais d'après les sources dont on dispose, ils ont presque tous balayé cette demande d'un revers de la main. John Paley transmet alors à la presse la version intégrale du rapport avec une lettre d'accompagnement. Les atrocités allemandes sont si révoltantes, si diaboliques, que l'esprit des peuples civilisés a du mal à les croire possibles. Et pourtant, elles sont bel et bien réelles. John Paley a pris acte de sa responsabilité. Et c'est une attitude qui l'honore. Je le considère comme l'un des grands héros américains. Il a dit quelque chose de très vrai. On a fait trop peu. Et on l'a fait trop tard. John Paley savait ce qu'il faisait. Il a très bien joué la carte des médias. Le rapport a fait beaucoup de bruit. Tous les journaux l'ont repris. Il fait la une partout aux États-Unis. Le Washington Post a publié un éditorial intitulé « Génocide ». C'était la première fois que le mot apparaissait dans un quotidien national. Un journaliste du Yank Magazine, un hebdomadaire destiné aux soldats américains, avait demandé des récits d'atrocités. Et Paley a dit « Moi, j'ai une histoire atroce. Une histoire qu'il faut absolument raconter aux soldats. » La veille de la publication de l'article, le journaliste appelle Paley et lui dit que son rédacteur en chef a supprimé son sujet. Il était considéré comme trop sémite. C'était une histoire trop juive pour le Yank Magazine et les soldats américains. Le 26 novembre 1944, les chambres à gaz d'Auschwitz-Birkenau dévorent leurs dernières victimes. 30 Sonderkommandos sont gazés et brûlés dans le four crématoire numéro 5.
Le jour de la publication de cette information dans la presse américaine, les nazis détruisent les chambres à gaz. Ils tentent ainsi de faire disparaître la preuve de leurs exactions. Mais ils n'y parviendront pas. 2 mois plus tard, Auschwitz est libéré par l'armée rouge. Les soldats trouvent des piles de cadavres abandonnés sur place et les décombres de la machine à tuer. Les soldats soviétiques qui sont entrés dans Auschwitz ont été bouleversés par ce qu'ils ont vu. Ils ont compris que ce qu'ils avaient sous les yeux était quelque chose d'inédit, une horreur telle qu'elle dépassait l'imagination. J'aurais voulu que les Britanniques ou les Américains bombardent cette cible comme une déclaration de principe, pour dire aux nazis que c'était monstrueux et que l'espèce humaine ne pouvait accepter une chose pareille. C'est l'un des événements les plus déchirants de l'histoire moderne. On pourrait qualifier cela de faute majeure, mais il faut comprendre qu'on était en pleine guerre mondiale. Le destin des Juifs dépendait de la libération de l'Europe et de l'anéantissement du régime nazi. Je défendrai l'idée d'un bombardement pour le principe, pour faire preuve d'un sens moral élémentaire et montrer toute la force de notre indignation. Bombarder Auschwitz aurait-il réglé le problème? Non. Et je pense que les critiques qui le disent ne connaissent pas bien l'histoire. Mais s'élever contre un génocide, c'est bien mieux que rien. Beaucoup mieux que rien. Devant un génocide, il est important que le monde dise « ça nous concerne », parce qu'on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Je n'ai su qu'après la libération que le chemin pris par ma mère menait directement aux chambres à gaz. Je ne sais pas si j'aurais eu la force de tenir, si je l'avais su. En toute franchise, je ne sais pas comment j'ai fait pour survivre. Et je ne le saurai jamais. Enfin, quand les gens me le demandent et veulent une réponse sincère, je leur dis que si j'ai survécu, c'est uniquement une question de chance. Si on perd la volonté de vivre, c'est terminé. Et c'était très facile de se laisser sombrer. On était sans cesse sur le fil du rasoir. Ce qui est arrivé sous le Troisième Reich est au-delà du concevable. Il est impossible de mettre des mots sur cet événement. Comment les gens, à l'extérieur, auraient-ils pu savoir ou croire ce qui se passait dans le camp? Si nous, à l'intérieur, on ne comprenait rien à ce qui nous arrivait. J'avais 16 ans et demi quand je suis rentrée chez moi. Mon frère avait 4 ans de plus. Lui non plus n'a pas voulu me croire. Tu veux dire, nos parents, dans une chambre à gaz? Et j'ai répondu oui. Aujourd'hui, si je les voyais, je leur demanderais « Pourquoi n'avez-vous rien fait ?» Où étaient les gens de bien qui ne voulaient pas de ce meurtre effroyable? On ne les voyait nulle part. We came to the position that we had to recommend this
and that it should be done. And not only should the rail lines be bombed, but the crematoria should be bombed too. It's tragic that we didn't take this position in the first place, but that is the fact.